Alors, je ne savais pas du tout en fait à qui j'allais avoir affaire. C'était la première fois que je venais à Web 2 Dash. Je savais que c'était une conférence où il y avait des gens qui n'étaient pas du tout techniques. Donc j'ai préféré mettre un petit disclaimer au démarrage parce qu'on va parler code, on va parler technique, on va vraiment rentrer dans le fond du sujet. Bon là en l'occurrence, je pense que je me suis pas trompé d'adresse, donc ça devrait être bon. Mais voilà. Ok, donc l'origine de l'isomorphisme. On va se rappeler pourquoi on a fait ça. C'est pas juste un buzzword, même si des fois ça fait classe en société de le dire, mais il faut vraiment expliquer pourquoi finalement on en est arrivé là. Après, comme je vous le décrivais tout à l'heure, on va passer étape par étape sur comment on met en place de l'isomorphisme, les pièges à éviter, les choses à faire. Après, on va aller un peu plus loin. On va se dire, ok, bon, maintenant j'ai mis en place mon isomorphisme. Comment j'arrive à être encore plus performant que ce que je pouvais avoir jusqu'à maintenant? Et je ferai une petite conclusion pour vous donner en fait des lignes directrices si vous avez envie de continuer à creuser le sujet. Donc l'origine de l'isomorphisme. Souvenez-vous, il y a une époque où on faisait des sites comme ça, avec des gifs, c'était magnifique, c'était... Vous écoutiez peut-être Diams à l'époque, je ne sais pas. En l'occurrence, bon, là c'était à l'époque des JSP, je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà fait. Qui a déjà fait des JSP, là, juste pour que je me fasse un ordre d'idée? Ok, ouais, vous connaissez aussi ça. Donc tout ça, en fait, ça a été une époque qu'on voudrait oublier, mais ça nous permet de comprendre l'origine de l'isomorphisme. Classiquement, quand vous faites un site web, une application web, pardon, c'est mieux comme ça? Encore un peu, j'ai une grosse voix. Donc oui, nous avions un navigateur avec un serveur web assez classique. L'utilisateur va sur Web Today. Il se voit du coup retourner, enfin en tout cas exposer des fichiers JS, CSS, HTML, finalement ce qu'on utilise tous les jours pour fabriquer un site web. Et c'était le serveur à l'époque qui était responsable, avec la donnée, de construire le rendu de la page, de remplir le HTML. C'était vraiment sa charge, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et par la suite, il renvoyait le résultat au navigateur. Voilà, je vous apprends rien normalement. Donc c'était top pour la SEO parce que toute la page était complètement remplie, le navigateur était, enfin le robot Google était apte à parser intégralement votre page. C'était pas mal aussi pour la performance au chargement, ce qu'on appelle le time to content, c'est-à-dire que dès que la page arrivait, elle était directement lisible, il n'y avait pas besoin que Angular ou React ou je ne sais quel autre framework se mette en marche et commence à remplir les templates. Par contre, au niveau expérience utilisateur, comme je vous l'ai montré avant, on avait déjà vu mieux, c'était pas top. Et aussi la charge serveur. Mine de rien, il fallait quand même le rendre, le site. Donc ça demandait à, on va dire, muscler un petit peu plus le serveur qui était derrière votre application ou votre site web. Donc ça, c'était avant. Après, on a eu l'arrivée d'Angular, fier framework au bouclier, qui a commencé à démocratiser un nouveau mode de développement d'application où finalement le serveur, c'était pas lui qui était responsable de builder, on va dire, ou de rendre votre page HTML. Maintenant, on envoie l'intégralité de tous nos assets au navigateur. On dit au navigateur, vas-y, exécute pas le bébé. Lui, il va chercher les données via une requête Ajax ou autre. Il build et il rend la page dans le navigateur. Donc là, on a vraiment deux différences. On rendait avant dans le serveur, maintenant on rentre dans le navigateur. Donc c'est top pour l'expérience parce que en effet, on a des pages dynamiques, ça bouge, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de je clique sur un lien, je vais sur une autre page, ainsi de suite. On a une charge de serveur qui est diminuée, il n'a plus du tout à faire de rendu, donc forcément, lui, finalement, tant qu'on ne lui demande pas de lui renvoyer de la data, il se tourne les pouces. Et par contre, on a un peu perdu en performance au chargement. Typiquement, quand vous êtes sur une application mobile, ça se voit bien, quand vous exécutez une application Angular, par exemple, eh bien, vous avez un moment où vous avez le clock, là, le truc de chargement, puis il va chercher les données, puis si vous êtes sur un réseau un peu pourri, ça met énormément de temps à afficher la page. Donc là, vous avez un double aller-retour. On a perdu cette chose-là. Et pour les robots Google, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il vous envoie, enfin, le robot Google, comme tous les robots d'ailleurs des sites de recherche, va parcourir le web pour avoir accès aux pages en question. Sauf que cette fois-ci, le serveur va continuer à lui renvoyer le HTML vide avec le CSS et le JS et va s'attendre à ce que le robot l'exécute. Or, le robot Google, il n'est pas fait pour exécuter du JavaScript. Alors vous pouvez me dire, oui, non, mais il y a quelques années, ils ont quand même ajouté quelque chose. Oui, ils ont ajouté un petit peu d'exécution de JavaScript, mais c'est hyper limité. Vous n'allez pas arriver à avoir un site qui est ultra bien référencé en utilisant du Angular, du React, ainsi de suite.
Donc finalement, vous avez perdu votre SEO en utilisant des technos comme Single Page App. Ok, donc le constat finalement, c'est qu'on a mis en place ces Single Page App parce qu'on voulait du dynamisme, on voulait de l'UX, on voulait des choses sympas pour l'utilisateur. Par contre, on a mis de côté tout ce qui était chargement au démarrage et SEO. Bon, en l'occurrence, quand on a inventé ces technos-là, c'était pour des applications d'entreprise sur des réseaux privés. Ce n'était pas une problématique parce que vous ne référencez pas une app interne et vous êtes sur un réseau en 100 mégabits, voire 1 gigabit, donc ça va hyper vite. Vous n'avez pas besoin d'optimiser le chargement au démarrage. Le problème, c'est que ces technos-là, ils ont été aussi utilisés par des sites de e-commerce ou des sites, par exemple, de prise de rendez-vous de médecins, parce qu'ils avaient toujours envie d'avoir une interface utilisateur hyper sexy. Mais par contre, ils ont besoin aussi de référencement. Et finalement, on s'est rendu compte que l'expérience mobile, elle n'était pas top non plus avec ces logiciels-là. Donc il a fallu trouver des solutions pour réduire le time to content, c'est-à-dire le temps qu'à partir du moment où je vais sur un lien, j'ai l'information. Typiquement, quand vous allez sur je sais pas moi, le New York Times, c'est pas hyper grave s'il n'y a pas la police qu'il faut bien sur l'article. Tant que vous avez déjà le contenu, c'est le plus important. Donc c'est ça le time to content, c'est réduire le temps que vous avez pour avoir le contenu. Le référencement, ça c'est une problématique qui est de plus en plus importante pour de nombreux sites, et l'expérience mobile. Donc ça je vous ai déjà expliqué. Ok, donc finalement l'isomorphisme c'est quoi? Eh bien c'est le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que je vais continuer à avoir mon schéma avec le navigateur qui fait une requête vers mon serveur, le serveur qui hoste toujours mes fichiers JS, CSS et HTML, sauf que cette fois-ci on va déjà rendre une première fois le site côté serveur. Puis, on va envoyer le bébé au navigateur, et le navigateur, lui, après, va être autonome. Il va continuer à exécuter la single page app, faire des demandes de data quelquefois, et re-rendre dans le navigateur. Et ce, avec la même base de code, exactement la même. C'est justement tout le concept, on va dire, de l'isomorphisme. Donc, on arrive à avoir finalement un site qui a un très bon référencement, qui a un time to content ultra réduit, parce que finalement, dès que la requête HTTP aboutit, on a un HTML qui est complet. On a une meilleure user experience. Alors là, c'est plus vis-à-vis du justement au moment où je charge, je l'ai tout de suite le résultat. J'ai pas une page de chargement. Et enfin, j'ai une rapidité qui est quand même globalement meilleure. Et d'ailleurs, je l'ai souligné parce qu'on verra qu'on peut aller encore plus loin à la fin. Donc justement, isomorphique, universel, vous avez sûrement entendu parler des deux termes. Finalement, c'est quoi la différence? Alors, c'est une définition, je ne sais pas si elle est reconnue par tout le monde, mais en tout cas, moi, je pense que c'est la meilleure pour l'instant. C'est que finalement, isomorphique, ce sont toutes les solutions, tous les frameworks qui vont vous permettre d'avoir un rendu identique, serveur et client. Donc là, on va mettre, par exemple, React DOM, Angular Universal, Vue Server Renderer. Et finalement, les codes universels, c'est des codes ou des librairies qui peuvent s'exécuter aussi bien sur le serveur que sur le client. Mais pour autant, elles ne font pas forcément du rendu. Elles sont juste là pour être exécutées. C'est des pièces de code. Donc là, on va par exemple parler de Lodash. Lodash, ça s'exécute partout. On va parler de React seul, le package. Je ne parle pas de React DOM, de Vue et de Angular. OK. On va parler un peu plus code maintenant. Fini les schémas qui bougent. Enfin, vous en aurez encore, ne vous inquiétez pas. Mais donc ça, c'est finalement un composant React assez basique. Alors, qui a déjà fait du React? Juste que je me fasse un ordre d'idée. Ça va, ça devrait être normalement frisou. Alors, bon, les 5 premières lignes, c'est des imports, rien de complexe. La 7 à la 9e ligne, c'est un composant React assez simple qui prend des propriétés en entrée et qui recrache une div en sortie. Et ce qui nous intéresse le plus finalement, c'est les deux dernières méthodes invoquées, render et renderString. C'est là en fait toute la magie en quelque sorte de l'isomorphisme. C'est qu'on est apte, grâce au même composant, en le passant dans une moulinette ou dans l'autre, dans le render ou le renderString, à l'exécuter soit dans le navigateur, soit dans le serveur. Par exemple, quand je suis en client-side, je vais faire render, je vais lui filer en deuxième argument un élément HTML sur lequel ajouter l'application React, et c'est bon, c'est en marche. Et quand je suis côté serveur, eh bien, au lieu d'invoquer render, je vais invoquer render2string, qui lui va me retourner une chaîne de caractères que je vais pouvoir après templétiser et retourner au client. Donc finalement, mon application React sera déjà finalement initialisée, chargée. Et d'ailleurs, l'équipe React s'est pas arrêtée à faire du rendu client et serveur. Vous avez sûrement entendu parler de React Native. C'est le même principe. On fait un render, cette fois-ci, vers du natif Android, iOS ou autre. Et je crois même qu'il y avait un projet pour faire du rendu vers du Canva. Bon, je ne sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, ça existe.
OK. Maintenant que l'isomorphisme, c'est à peu près clair, qu'on a défini ce que c'était et pourquoi ça avait été fait, on va maintenant partir plus dans comment on le met en place. Alors pour ça, je vais partir d'une application classique, les stacks React qu'on peut trouver un peu partout à l'heure actuelle, à savoir React, donc le serveur, le framework de composants. D'ailleurs, framework ou librairie, j'ai vu qu'il y avait un sondage sur Twitter en ce moment. Redux, qui est lui un framework de structuration, il est là pour organiser votre code, architecturer votre application React, une sorte de machine à état finalement. Et enfin, React Router, lui il est là pour définir chacune des pages de votre application, définir un état attaché à un composant. OK. Donc le challenge numéro 1, c'est déjà partager le code, mutualiser le code. En effet, vous devez avoir la même base de code côté serveur et côté client. Et ça peut paraître con, mais il y a des trucs quand même qui vont pas marcher naturellement, quoi. Typiquement, le logging. Le logging, quand vous le faites dans un navigateur, vous allez utiliser le console.log classique. Dans votre serveur, vous n'allez pas faire des console.log, ou si vous le faites, vous faites des choses pas bien. Vous allez utiliser plutôt une librairie comme Winston, qui est celle qui est a priori, quand je parle de Node.js, bien sûr, qui est celle qui est la plus utilisée. Eh bien, vous allez devoir créer une interface, une abstraction sur votre logger pour pouvoir faire en sorte que quand vous êtes dans votre navigateur, eh bien, vous switchez sur un window.console. Par contre, quand vous êtes sur un serveur, vous allez plutôt passer sur Winston. Et une fois que vous avez fait ça, vous définissez une API qui est commune, on va dire, à ces deux sous-implémentations. Et de cette façon, après, quand vous invoquez cette interface de logger, vous, de façon transparente, vous allez loguer soit dans Winston quand vous êtes sur le serveur, soit dans votre console.log, enfin dans votre console Chrome ou Firefox, quand vous êtes dans le navigateur. C'est hyper important parce que, typiquement, quand votre rendu, votre SSR, le server-side rendering, il ne fonctionne pas, eh bien, il vous faut des logs. Et si vous n'avez pas mis ce genre de choses en place, vous allez juste être très embêté pour débugger ce qui s'est passé. Donc, ça passe déjà par ça. Ça passe aussi par l'utilisation de bonnes librairies. Les librairies, elles ne sont pas toutes universelles. Pardon, justement, j'ai failli faire le lapsus. Typiquement, Lodash, ça, il n'y a pas de souci, c'est un acquis, c'est universel. Vous pouvez l'utiliser de façon assez safe. De la même façon, Moment, l'API de manipulation de date, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Petite particularité, c'est quand vous voulez faire des calls HTTP. De base, dans l'API HTML5, maintenant vous avez Fetch, qui fait très bien l'affaire. Le problème, c'est que Fetch, ça n'existe pas dans Node. Donc si vous vous amusez à utiliser Fetch et que vous essayez de faire du SSR avec votre Fetch, ça va foirer. Alors après, vous pouvez rajouter des Node modules comme Fetch isomorphique, si je me rappelle bien, mais ça ne va pas quand même être très folichon, notamment si vous voulez gérer des timeouts. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Axios. Axios, c'est une librairie qui est maintenant assez connue. Okay. Et qui permet justement de faire des fetch HTTP, de pouvoir gérer des timeouts, des cas d'erreur, ainsi de suite, et qui est isomorphe, universel. Donc vous pouvez l'utiliser n'importe où, ça marchera, que vous soyez en train de faire du SSR ou du rendu côté client. OK, challenge numéro 2, le routing. Quand vous avez une application Angular ou React ou Vue, le routing, il est fait côté client. C'est-à-dire que quand vous allez de la page, je sais pas moi, user à user list dans votre navigateur, il n'y a pas de requête vers le serveur pour dire renvoie-moi un nouveau HTML. À la limite, renvoie-moi des nouvelles datas, mais c'est tout. Donc ça veut dire que là, cette fois-ci, comme vous avez du rendu côté serveur, il faut que ce /user et ce /userList aient un sens aussi pour le serveur. Il faut qu'il sache qu'en effet, si vous demandez user, il faut qu'il vous rende l'application sur l'état user, et si vous demandez userList, il faut qu'il vous rende l'application sur userList. Donc ça sous-entend que vous êtes capable de partager les routes aussi bien côté client que côté serveur. Donc, pour ça, en fait, on va passer par React Router. Donc, React Router, quand vous définissez une route, vous le faites avec ce schéma-là, ça se lit relativement bien. Vous définissez une route sous la forme d'une balise où vous allez préciser le component qui va être affiché pour cette route, et le pass, qui va être le pass sur lequel ce component va être affiché. Donc là, par exemple, dans cet exemple, j'ai un pass /2.name étant une variable, et quand je vais sur cette URL là, il faudrait qu'il m'affiche le composant app. Donc ça marche très bien sur client, il n'y a pas de problème. Et sur serveur, eh bien, vous allez devoir utiliser une API spécifique en quelque sorte de React Router, la méthode match en l'occurrence. Donc si on décompose un peu ce code là, on va voir d'abord que Express, donc Express je ne présente pas, le serveur web, va d'abord
récupérer toutes les URL, il va prendre en charge tout. Et une fois qu'il a pris en charge toutes les URL côté serveur, il va déléguer au match, qu'on voit ici, en disant, bon, je te file l'URL, à partir de l'URL, trouve-moi la route qui correspond à cette fameuse URL en utilisant la même route que je vous ai décrite juste avant. Ainsi, une fois que je suis dans la callback du match, ça veut dire que j'ai trouvé une route qui correspondait, il ne me reste plus qu'à faire le render to string, donc, que je vous ai présenté juste avant, qui vous permet de prendre votre application React et d'avoir le rendu sous forme de chaîne de caractères, et à la fin, d'injecter ça dans une page HTML complète, donc c'est ce qu'on voit à la dernière ligne, ligne 14, et de renvoyer ça au client. Donc ça, c'est l'exemple, on va dire, le plus bête et méchant de SSR que vous pouvez voir. Je prends le rendu React, je l'injecte dans le HTML, et je renvoie le tout. C'est ce que... Ok, troisième challenge, le chargement de données. Quand je suis en SSR, il faut bien que je la charge aussi, ma donnée. Pour autant, je suis avec la même base de code. Donc ça sous-entend que je vais être capable de charger avec la même base de code les données, mes côtés serveurs. Comment on fait? Alors ça va être la partie, on va dire, la plus technique et la plus complexe. Hein, je vous préviens tout de suite. Donc d'abord, petit rappel sur le fonctionnement de Redux. Donc Redux, il y a plusieurs éléments. Il y a un state, un store, des actions, des réduceurs. Nous, on va se focaliser sur les actions. Les actions, c'est finalement chaque fois que vous voulez updater quelque chose, que vous voulez interagir avec votre UI. Et c'est elles notamment qui sont responsables aussi des appels HTTP. Donc c'est avec elles qu'on va justement dealer pour justement savoir comment on va charger les données. Ça, c'est l'exemple d'un action creator asynchrone en Redux, donc qui va être responsable de déclencher l'appel à une API data et de dispatcher aussi des events pour dire, ben voilà, là j'ai lancé la requête, là elle est revenue en succès, là elle est revenue en erreur. Ça, c'est des rappels, hein, pour le coup. Et ça, c'est justement un exemple de composant basique qui va dispatcher une action en Redux pour déclencher le chargement de ces données. De base, on se dit, tiens, et si je le mettais dans le component didmount? Alors, component didmount, c'est une fonction spécifique dans l'API de React qui fait partie de son lifecycle, qui est appelée sur un composant React au moment où il est injecté dans le DOM. C'est fait pour. Je vais le montrer. Donc ça, c'est le fameux lifecycle de React. Alors c'est un peu petit, je suis désolé, mais grosso modo, dites-vous que la première étape, donc c'est l'étape de montage, où il va récupérer les propriétés du composant, ses paramètres par défaut, ainsi de suite, exécuter les hooks. Donc ce que j'appelle les hooks, c'est fameux justement les components didmount et les components willmount, qui vont préciser s'il va être injecté ou il a été injecté dans le DOM. Et il y a aussi le render, bien sûr, pour rendre le composant React. Il faut savoir que quand vous faites du rendu isomorphique, ces hooks, ils n'ont aucun sens. C'est-à-dire que vous n'êtes pas injecté dans le DOM, donc ils ne sont pas exécutés. Donc, ce que je vous avais montré juste avant, c'est-à-dire implémenter le dispatch de l'action dans le component didmount, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, vous ne pouvez pas utiliser cette technique quand vous faites du SSR. Nous, ce qu'on a fait chez JS Republic, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais en tout cas, c'est une solution qui a fonctionné pour nous, c'est de préciser statiquement le besoin de notre composant. Donc on a créé des propriétés needs comme ça sur les composants qui voulaient se voir charger des données dès le démarrage en SSR, où on précise à l'intérieur du tableau de needs les actions à dispatcher côté server-side rendering quand on veut être rendu. Donc là, typiquement dans mon composant home, je voudrais que l'action load data soit dispatchée pour faire le chargement de données et donc le SSR. Une fois que j'ai ce needs de défini statiquement sur tous mes composants, côté serveur, je vais avoir une méthode qui s'appelle fetchComponentNeeds, un peu technique, hein, je vous l'avoue, elle pique un peu les yeux, mais l'idée en fait de cette fonction, c'est de passer sur tous les composants qui composent une page, de récupérer toutes les propriétés needs de ces composants, de les agréger en un seul tableau, et après de dépiler le tableau et de les dispatcher une par une, pour justement faire en sorte qu'on dispatche les actions et qu'après elles viennent nourrir le store Redux qui va être envoyé à la fin. Donc c'est pour ça que vous voyez notamment donc, le component.redux, il va passer sur chacun des composants, récupérer la propriété needs, l'agréger, et à la fin, on fait un map pour dispatcher chacune des actions en lui filant des propriétés telles que les propriétés du routing. Une fois que c'est fait, finalement, on reprend notre exemple de SSR que je vous ai montré juste avant, sauf que cette fois-ci, on va ajouter le fetchComponentNeeds avant, c'est-à-dire qu'on va charger les données au démarrage du routing, ce qui est logique parce qu'on a besoin de ça pour remplir notre React.
Une fois que tout le fetch des composants est terminé, je vais commencer à rendre mon application React en lui donnant le store qui a été enrichi par justement toutes mes actions qui ont été dispatchées. Je lui donne les propriétés du routing aussi, ça peut toujours servir. Je lui fais le rendu sous forme de chaîne de caractères. Puis, et c'est là où ça commence à devenir un peu bizarre, la première fois qu'on voit ça, on se dit « mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre ?» On va injecter sous la forme d'un JSON stringifié et encodé tout le store dans le HTML directement. Alors pourquoi on fait ça? En fait, c'est tout con. Imaginez, vous êtes en train de rendre votre application côté serveur pour un appel HTTP donné. Donc vous chargez les données, pas de problème. Votre application est envoyée après au navigateur. Le navigateur, il démarre l'application React. Qu'est-ce qu'il voit? Tiens, je dois charger des actions au démarrage. Donc il va se remettre à refaire des appels HTTP exactement les mêmes pour recharger exactement les mêmes données. Or, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, parce que ça veut dire que pour chaque appel, il va faire le double d'appels de données. Donc il y a besoin de faire en sorte qu'au moment où il exécute côté client votre application, il ait déjà les données en stock et qu'il puisse reprendre, on va dire, en l'état l'application et continuer à s'exécuter. Donc c'est pour ça qu'on va mettre aussi côté client. Voilà. On va mettre un bout de code qui va se dire, tiens, si dans Windows j'ai une propriété Redux State, alors ça veut dire que le HTML que je suis en train de lire, c'est un HTML qui a été généré côté serveur, et que donc que je vais reprendre le state qui m'a été injecté au préalable par le serveur, le fameux state que vous voyez à droite là. D'accord ? Ça paraît être de la bidouille, mais je vous assure, c'est la solution normale. Et de cette façon, on remet le state Redux d'équerre pour qu'il puisse continuer l'exécution. Alors d'ailleurs, la première fois que vous faites du SSR et que par exemple vous gérez des dates, il se peut que vous ayez des petites différences de date entre le moment où le client l'exécute et le serveur l'a retourné. En fait, React, quand il reprend une application en SSR, il fait un hash de tout le HTML de l'application et vérifie si il est identique pour savoir si ce qu'il a calculé en SSR et ce qu'il est en train de calculer côté client, ça match. Si ça ne matche pas, il vous le dit et il va refaire le rendu en fait. Donc ça vous permet en fait de voir si vous faites bien les choses. Ok, donc ça c'était l'apothéose technique. Hein. Grosso modo, là on va rediminuer, les cerveaux vont se calmer, ça va aller mieux. Comment on gère aussi les cas d'erreur? Alors oui, parce que de base, on se dit, c'est bon, je fais mon rendu côté serveur, c'est cool, il y a ma donnée, mon spider Google va pouvoir parser la page sans problème. Oui, mais si vous ne gérez pas les cas d'erreur côté serveur, vous allez retourner avec ce genre de joyeuseté, le site est inaccessible. Bah oui, parce que autant quand vous avez une erreur qui pop dans votre navigateur parce que le rendu a foiré, bon, ça concerne un utilisateur et puis terminé. Là, si c'est dans votre serveur, c'est tout le monde qui est touché. Donc votre site peut être potentiellement inaccessible. Donc ça, c'est un truc aussi qu'on a appris, nous, assez rapidement, parce que des fois, ça pouvait faire bizarre quand on faisait des démos clients que le site était inaccessible. C'est de gérer bien le cas d'erreur, à savoir de ne pas juste loguer qu'il y a eu une erreur, mais aussi de rendre la page absolument, même si c'est pour rendre la page vide, enfin vide, c'est-à-dire sans données dans le store. On renvoie la page comme si c'était une SPA classique, mais on n'essaie pas de faire de SSR. Donc c'est ce que je mets ici, toujours envoyer le HTML à la fin, quoi qu'il arrive, pour toujours au moins donner une réponse au navigateur, même si c'est pour dire que le site est cassé. Challenge numéro 5, la SEO. Oui, parce que bon, il ne faut pas oublier que c'était juste pour un délire technique qu'on l'a fait, c'était aussi pour des vraies raisons fonctionnelles. Comment on fait en sorte que justement notre SEO soit nickel? Parce que l'application React, là par exemple, elle ne modifie pas du tout le head de la page HTML. Or, c'est dans le head que vous avez les informations cruciales comme le titre, la description, les méta-informations Facebook, les méta-informations Twitter, ainsi de suite. Donc nous, une première solution maison qu'on avait mis en place pour faire ça, c'était une fonction qui va être responsable de templétiser la page HTML et qui va extraire depuis le state, donc on le voit ligne 3, les informations telles que le titre, la description, qu'on va après nous-mêmes injecter dans le head. Donc finalement, on templétise la page HTML avec le head qui va bien pour avoir une SEO qui va bien. Donc ça, c'était notre première solution. Il suffisait après de la mettre en place côté SSR pour justement le rendu côté serveur, justement. Et c'était bon. Bon, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des limitations à notre approche. Par exemple, quand on avait des routes qui étaient nestées, ça commençait à être un peu compliqué à gérer.
On a trouvé une librairie qui fait hyper bien le boulot. C'est React Helmet. C'est une librairie de la NFL, la National Football League américaine, qui justement gère tout ça pour vous, de faire du remplissage de head pour optimiser votre SEO dans des applications React. Je vous la conseille fortement, franchement, c'est une tuerie. Et elle fait très bien le boulot. Ok, bon maintenant, l'application React en isomorphique, elle fonctionne, c'est cool. Votre client vous applaudit, vous avez la gloire et la fortune. Comment on va plus loin? Comment on met en place un peu plus de perf? Il y a plusieurs solutions. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est en train de faire du SSR, on rend intégralement notre page côté serveur, et à partir de ce moment-là, on commence à l'envoyer. Il y a des mecs très intelligents, typiquement Evan You, qui s'est dit non mais en fait dès qu'on commence à rendre la page, finalement on pourrait déjà l'envoyer. Et c'est ce qu'ils ont fait. En fait, eux maintenant ils ont un système de streaming qui fait qu'au fur et à mesure qu'ils construisent la page côté serveur, ils commencent déjà à l'envoyer. Ce qui fait que vous réduisez finalement le temps que va prendre encore justement le fameux time to content pour le client. Dès que vous la chargez, tac 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 tac, vous l'envoyez, dès que vous la construisez, vous l'envoyez au fur et à mesure en streaming au client. Ça veut dire qu'à la fin, normalement, du SSR serveur, il n'y a quasiment aucun délai avec l'affichage au client. Donc ça, c'est une des premières optimisations que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre SSR. Après, les autres améliorations, j'ai besoin de revenir, on va dire, à des concepts fondamentaux sur justement les architectures orientées composants. Qu'est-ce qu'un composant? Ça, c'est une question que j'adore poser d'ailleurs en entretien à des candidats. C'est qu'est-ce que React? En général, ils me regardent, ils ne savent pas trop quoi dire. C'est finalement juste un composant, un truc qui prend de la data et qui me ressort du HTML. C'est ni plus ni moins. Si c'est plus, c'est que c'est pas bien foutu. Et normalement, c'est quelque chose d'assez pur, c'est très mathématique. Pour une data X, ça renvoie un rendu X. Pour une data Y, un rendu Y. Pour une variable Z, ça renvoie un Z. Donc ça veut dire qu'on a une relation 1-1, normalement. Et bien cette faculté, on va dire, de relation 1-1, on va l'utiliser. On va l'utiliser comment? Tout simplement en le mettant en cache. Parce qu'à partir du moment où vous êtes apte à déterminer ce que va rendre votre composant à l'avance, il est inutile de recalculer à chaque fois qu'un client vient vous voir le composant alors que vous connaissez pertinemment déjà le résultat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cache au niveau composant, qui va enregistrer pour un composant donné, s'il prend telle data, voilà le résultat qu'il va avoir. Et de cette façon, on arrive encore à optimiser le rendu côté serveur, parce que du coup, au lieu de computer, il va direct taper en mémoire et rendre la page encore plus vite. J'étais un peu rapide là. Bon, c'est pas grave. On va continuer à prendre de la hauteur. Qu'est-ce qu'une page au niveau React? C'est finalement juste une suite de composants. C'est ça qui est bien avec React, c'est que c'est quand même des briques assez simples. Et qu'est-ce qu'un composant? C'est juste un trio de JavaScript, de CSS et de HTML. Un pour le comportement, l'autre pour le template et le dernier pour le style. Donc finalement, ça fait très matheux là, ce que je fais avec des remplacements de variables. Tout ça. Finalement, notre page, c'est juste un bundle de JS, un bundle de HTML et un bundle de CSS. Quand vous fabriquez une page un site web classique, finalement, à chaque fois, vous envoyez l'intégralité de tout le CSS dès le premier chargement au client. Or, il y a plein de CSS qui ne vont jamais lui être utiles au premier affichage, je veux dire l'affichage stricto sensu. On parle notamment de critical path quand on commence à attaquer ce genre de problématique. C'est comment je fais en sorte que ma page, elle s'affiche, on va dire à peu près bien, dès le premier affichage pour l'utilisateur. Et bien là, ce qui est cool, c'est que comme on est avec des architectures orientées composants et qu'on a ce genre de faculté, eh bien on va pouvoir encore optimiser les choses. Je m'explique. Si vous savez à l'avance que vous allez charger telle page avec tel composant et que vous savez que tel composant a besoin de tel fichier, de tel bout de CSS, tel bout de JS et tel bout de HTML, ben vous n'allez pas renvoyer tout le JS, tout le HTML et tout le CSS de toute l'application. Vous allez prendre uniquement ceux dont vous avez besoin. Et donc, vous allez réduire d'autant plus la taille des assets. Donc là, vous allez encore gagner en bande passante et vous allez pouvoir avoir un site qui est encore plus rapide, surtout sur mobile. C'est des facultés qui sont hyper intéressantes et qui sont développées notamment dans Vue.js. Vue.js, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais c'est un truc ultra intelligent. Franchement, je suis assez fan du framework. Et ça va encore plus loin. Donc ça, c'est justement Evan You, l'auteur de Vue.js, qui s'est dit... Mais en fait, on a la faculté de détecter qu'est-ce qui fait partie du critical path, qu'est-ce qui fait partie, on va dire, des trucs à charger plus tard et ainsi de suite. Et maintenant, le framework est même capable de découper pour vous
chacun des fichiers JS et des fichiers CSS et de vous les marquer en preload, en prefetch, de vous les mettre en head ou à la fin du body, ainsi de suite, pour faire en sorte que votre page soit la plus rapide possible. Donc là, on commence vraiment à toucher du doigt finalement la page la plus optimisée possible pour que l'utilisateur puisse y avoir accès sans superflu. Voilà. Donc pour aller plus loin, vous pouvez faire ce que je vous ai montré, ou sinon vous pouvez gagner beaucoup de temps en utilisant des solutions comme Next ou Nuxt, qui sont en fait des outils built-in où il y a déjà le SSR mis en place, donc ça vous permettra de vous passer de pas mal d'embêtements. Un autre tips aussi en termes de performance dont je n'ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle le Client-Side Hydration. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est quelque chose qui est implémenté aussi dans Vue.js, qui va vous permettre encore d'accélérer votre page. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je suis dispo pour les questions.